Bonjour Alice. Bonjour, je, Céline. je suis Je f ravie, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. J'ai eu la chance d'être ton invitée à 2 reprises et mmh, aujourd'hui, voilà, j'ai envie que tu partages toute ton expérience par rapport à l'apprentissage du français, mais l'apprentissage des langues en général. Donc voilà, mmh. je suis ravie de t'accueillir. Moi aussi, merci beaucoup de ton invitation, pour ton invitation, désolée, je fais déjà une faute de français. Heu et c'est vrai que j'aime beaucoup parler avec toi. À chaque fois, nous avons des conversations passionnantes ensemble sur les langues. Oui, oui, oui. Je pense qu'on est toutes les deux passionnées par l'apprentissage des langues et on a des approches complémentaires. Donc, Mmh. c'est ça qui fait la richesse de notre conversation. Mmh. Oui, exactement. Alors, pour mes auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Oui, donc je suis, Alice Hayel. Nous avons un site avec mon mari, alicehayel.com, pour acquérir la langue française. Il est destiné à des étrangers qui voudraient acquérir la langue française et je crois en 2017, nous avons créé une chaîne sur YouTube avant de créer notre site et nous avons commencé à diffuser des vidéos pour acquérir la langue française et avec une approche de input compréhensible. Ça s'appelle comprehensible input en anglais. C'est une approche qui est basée sur une hypothèse qu'a fait le docteur Krashen, le docteur Stephen Krashen, qui est américain, a fait cette hypothèse que nous pouvons acquérir n'importe quelle langue quand on comprend ce qu'on entend ou ce qu'on lit. Quand on comprend le message, à ce moment-là, notre cerveau est capable d'absorber la nouvelle langue, le nouveau vocabulaire et d'acquérir cette langue. Donc je préfère utiliser le terme acquérir que apprendre parce que apprendre une langue, pour moi, n'est pas une manière efficace. Ce n'est pas efficace et en plus c'est laborieux et ce n'est pas comme ça que notre cerveau est conçu, programmé. Notre cerveau acquiert une langue. Mm, mm. J'aime beaucoup cette distinction et quand j'en ai pris conscience, voilà, j'ai changé un peu ma façon de parler, peut-être pas systématiquement, mais souvent Oui. en fait, j'utilise le mot acquérir plutôt que le mot, enfin que le verbe apprendre. Pour toi, c'est quoi la différence entre apprendre le français? Alors à chaque fois, on va donner l'exemple du français, mais Mm, évidemment, c'est la même chose pour l'anglais ou oui. toute autre langue, hein. Quelle est la différence pour toi entre apprendre le français ou acquérir le français? Mm. La différence, c'est en fait quand on est enfant, quand on est bébé, même quand on est, on ne parle pas. Et on écoute nos parents. Nos parents autour de nous ou les personnes qui sont autour de nous parlent notre langue maternelle et nous, en tant que bébé, on est passif, mais on écoute, on écoute, on écoute. Et au bout d'un moment, à l'âge de 2 ans ou peut-être plus tard, on va commencer à parler. En fait, notre cerveau a écouté, a absorbé notre langue maternelle et au fur et à mesure, on a commencé à comprendre cette langue, ce message, et donc notre cerveau a acquis. C'est-à-dire que dans notre cerveau, il y a pour toujours les mots, la langue française, enfin, ou notre langue maternelle, pour toujours et rester dans notre cerveau. Quand on apprend quelque chose, c'est un peu différent parce que oui, on apprend, on mémorise quelque chose, mais ce n'est pas sur, enfin, ça peut rester dans notre cerveau pour toujours, mais ça peut aussi ne pas rester dans notre cerveau pour toujours. Ça peut, par exemple, le cas typique, c'est quand on étudie quelque chose pour un examen. On va mémoriser des données, du contenu pour un examen juste avant l'examen. Hein, moi, j'étais vraiment la, je faisais toujours ça. La nuit d'avant, j'étais en train d'apprendre par cœur les données
bon, après pour l'examen, bien sûr, j'avais retenu ces données, mais peut-être 10 ans plus tard, je ne m'en rappelle plus. Peut-être même avant, peut-être même, 2 mois plus Même, tard. exactement. Donc je pense que c'est un peu ça la différence entre apprendre, acquérir. Dans le mot acquérir, il y a, par exemple, on peut aussi utiliser le mot acquérir pour un bien. Mmh, Par exemple, j'achète une maison, j'ai cette maison est à moi, j'ai acquis cette maison, je possède cette maison. mmh, mmh, Donc, quand on acquiert quelque chose, on possède vraiment cette chose, je pense. mmh, Alors que quand on apprend quelque chose, dans le mot apprendre, il y a prendre, on le prend, mais est-ce qu'on l'a pour toujours? Est-ce qu'on le... Je ne sais pas. mmh mh. D'accord. Donc ton but, c'est d'aider les adultes à acquérir le français. Mm. Et donc on a bien compris la différence entre les 2, mais comment tu les aides à acquérir le français? Mhm. Donc, acquérir, oui, je les aide à acquérir le français comme ils ont acquis leur langue maternelle. J'essaye de leur montrer que oui, leur cerveau a acquis leur langue maternelle sans problème. Ouais. Ils ne s'en rappellent même plus comment ils ont pu, comment ils ont commencé à parler leur langue maternelle. C'était sans effort, sans problème. Donc c'est la même chose pour n'importe quelle autre langue et pour le français. J'essaye de leur montrer que oui, c'est possible de faire la même chose que pour leur langue maternelle, c'est-à-dire que d'abord, ils doivent écouter beaucoup, beaucoup d'histoires et ils doivent essayer, quand ils écoutent ces histoires, ils doivent essayer de les comprendre. Donc leur objectif, leur premier objectif, c'est de comprendre. Et Mmh. en général, ça va à contre-courant de ce qu'on pense pour les langues, c'est que tout de suite, on veut parler. Mmh, mmh, mmh. On pense qu'il faut tout de suite parler pour savoir la langue. Mmh Et mh. non, il faut d'abord écouter en essayant de comprendre. Il ne faut pas essayer, bien sûr, de comprendre chaque mot, chaque détail, ce n'est pas possible. Il faut essayer de comprendre le message de l'histoire. Donc, dans mes vidéos, dans mes sessions, je raconte une histoire en utilisant mon tableau et grâce au dessin, je dessine sur mon tableau, grâce à mes expressions du visage, grâce à mes gestes, j'essaye de faire comprendre aux apprenants l'histoire. Mmh. D'accord. Donc au début, bien sûr, je raconte des histoires simples ou je raconte des histoires qu'ils connaissent déjà. Par exemple, les trois petits cochons. Mmh. Ils connaissent déjà cette histoire dans leur propre langue, alors ça va être plus facile pour eux de comprendre l'histoire en français. Mmh. Et petit à petit, l'histoire se complique, a du vocabulaire plus riche, et petit à petit, ils commencent à comprendre de plus en plus de français, ces apprenants. Et Mmh. c'est magique en fait, parce qu'ils comprennent et en même temps, les mots, les structures restent dans leur cerveau. Mmh. D'accord. Donc tu dessines, tu racontes une Oui, histoire, s'ils sont complètement débutants, une histoire qu'ils connaissent déjà et au fur et à qui mesure est très simple, voilà, avec beaucoup de répétitions. beaucoup de répétitions et donc à ce moment-là, les apprenants, parce que j'aime pas le mot élève, les apprenants, Mm, écoutent, voilà, attentivement l'histoire et essayent de de la comprendre, tout simplement. exactement. Mmh. Mhm. C'est ça. Et donc, petit à petit, ils comprennent de plus en plus. Comme ils comprennent de plus en plus de français, ça peut être pour n'importe quelle autre langue, hein, Oui. ils commencent à penser dans cette langue. Mmh mh. Leur cerveau, en fait, commence à penser, ils commencent inconsciemment à penser la langue. Et à un moment donné, comme ils pensent cette langue, ils vont commencer à parler. Mais ils vont commencer à parler vraiment spontanément. Les mots ou les structures vont sortir de leur bouche de manière spontanée, sans traduire, sans réfléchir. C'est ça l'objectif, c'est de pouvoir parler spontanément, librement.
et ça, j'imagine que ça leur évite de tomber dans le piège des traductions littérales. Voilà, Ouais. Parce c'est que ça. entre le français et l'anglais, la construction de la phrase elle est différente. On va pas Bien exactement sûr. dire pareil. Et on voit hein, les Français qui ont appris l'anglais à l'école dans leur parcours scolaire, qui sont encore un peu débutants ou qui ont un niveau intermédiaire, ils vont vraiment faire du mot à mot. Et du coup, Mmh. ça fait pas naturel en fait. Un Mmh. Américain, un Anglais ne le dirait pas exactement comme ça. Mmh. C'est exactement ça, tu as tout à fait raison. Et c'est pour cette raison qu'il est important de d'abord comprendre, ensuite penser Mm. et le résultat final, c'est parler. Ouais, Mais parler, c'est vraiment le résultat. Ce n'est pas, c'est la cause, enfin, c'est la conséquence plutôt, c'est la ouais, conséquence de toute la compréhension. ouais. J'ai deux idées en tête en même temps, il faut pas que je les perde. Euh, Oui, un bébé entre 0 et 2 ans, mmh, il aura des heures et des heures d'écoute. oui, Alors, du coup, ce n'est pas possible d'offrir aux apprenants autant d'heures d'écoute. bien sûr. Mais en même temps, on parle d'adultes, pas d'enfants. Il y a déjà plein de choses qu'on a compris dans le monde. Mmh, mmh. Donc, voilà, Oui. ça veut dire que, en général, quand tu commences à travailler avec un adulte débutant, combien d'heures d'écoute il lui faut, une moyenne évidemment, pour pouvoir comprendre et ensuite parler. C'est très difficile à dire parce que ça dépend des adultes, ça dépend de leur expérience avec les langues, parce qu'il y a des adultes, par exemple, qui parlent déjà beaucoup de langues, qui sont polyglottes. Donc pour eux, peut-être ils vont faire beaucoup plus de connexions avec les autres langues qu'ils connaissent déjà et ils vont avoir besoin de moins d'heures. Il y a d'autres adultes qui vont avoir besoin d'énormément d'heures, ça dépend. Mais il y a quelque chose en plus, tu as raison de dire qu'un adulte, c'est différent d'un bébé, bien sûr, parce qu'un bébé, en plus, il arrive dans le monde, il a d'autres choses encore à acquérir, la marche, tout, enfin, Oui, il a tellement de choses. L'adulte, lui, il a seulement cette langue à acquérir et il a quelque chose en plus, c'est la lecture. Je pense que la lecture aide énormément à combler ce nombre d'heures qu'un bébé nécessite. oui. Donc pour le français, moi je recommande toujours de d'abord écouter parce qu'on en a déjà parlé d'ailleurs. On avait fait une vidéo sur la prononciation hein, sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Euh, le français, le problème du français, c'est que quand on lit du français, ce n'est pas exactement la prononciation, ce n'est pas, il y a comment dire, je ne sais plus. Et des Tu vas digrammes, m'aider? digrammes, Oui, je crois, quand deux lettres représentent un son. C'est pas voilà, c'est ça, une lettre. Par exemple, c'est le ça. ou, il y a deux lettres et ça fait ou. Mm. Donc pour des langues comme le français ou même comme l'anglais, je- il est, il vaut mieux d'abord commencer par écouter, écouter pour s'habituer à la prononciation et au son. Mais après, je pense qu'il est très important de lire. Parce que quand on lit beaucoup. On peut lire et écouter en même temps d'abord pour commencer, et après on peut juste lire. La lecture vraiment aide à acquérir les nouvelles structures, à acquérir beaucoup de vocabulaire et finalement à penser dans la langue. Et à Donc quel je moment pense qu'on a besoin de moins d'heures grâce à la lecture. Et à quel moment la prononciation rentre en compte? Parce que, par exemple, les voyelles en anglais ne font pas du tout Mm, le même son que les voyelles en français. C'est tellement mm, différent. Si, là, je prends l'exemple dans l'autre sens, mais par exemple, le mot travailler, to oui, work, le O, il fait pas du tout O, en fait. Tu vois. Donc, comment, tu vois, un Français qui est habitué à lire dans sa langue maternelle depuis 30 ans, 40 ans, il voit la lettre O, il a envie de dire O. Donc, mm. est-ce que ce passage, il se fait de manière assez naturelle, ou est-ce qu'il y a un moment quand même vous étudiez enfin l'alphabet phonétique international pour au moins se dire, ah, ce mot-là, ok, work, c'est avec un O, mais on va pas le prononcer, on va pas dire work ou je sais pas quoi. À quel moment, est-ce que ça se fait naturellement parce qu'ils ont justement écouté des heures et des heures?
Mmh. Et ah oui, tu as dit, on lit et on écoute en même temps. Donc c'est Oui. peut-être à ce moment-là que ça se fait. Oui, c'est ça. On en avait parlé, oui, dans notre instant T sur, YouTube, de ça, et j'ai trouvé ton idée, oui, très intéressante d'utiliser l'alphabet phonétique. Moi, je ne l'utilise pas, enfin, je n'y avais pas pensé avant, parce que je suis sur une méthode très naturelle. Mmh mh. Et donc, je n'utilise pas ce genre. Pour moi, ça, c'est plus de l'apprentissage. Oui. Justement, tu dois apprendre cet alphabet. Donc, c'est pour cette raison que je n'y avais pas pensé ou je ne l'avais pas utilisé. Mais sur notre site, on a une option où on peut écouter, Mmh. enfin, on peut lire et suivre en même temps, écouter en même temps. Et donc, je recommande toujours, oui, à mes apprenants ou aux membres de notre communauté, donc de d'abord écouter, de regarder la vidéo parce qu'on a une vidéo où je raconte l'histoire. Donc, d'abord, ils regardent la vidéo, ensuite, ils écoutent juste, et après, oui, ils peuvent écouter et lire en même temps, et finalement lire. Donc oui, il y a plusieurs étapes, des transitions pour, comme tu dis, pour voir après, lire, en sachant comment prononcer ces mots. Parce que Ouais. c'est vrai que c'est la grande difficulté en anglais comme en français. Mmh mh. Oui, donc ils ont tellement entendu prononcer, par exemple, un Voilà. mot français, n'importe lequel, ils l'ont tellement entendu que, Mmh. tu veux dire qu'ils l'ont enregistré avec la bonne Oui. prononciation. Ils ont Mmh. compris le sens et ils ont la bonne prononciation et quand C'est ils vont ça. voir le mot écrit, parce qu'ils écoutent et ils lisent en même temps, ils voient le mot écrit et là, ils vont un peu oublier que, voilà, dans leur langue, telle lettre fait tel son. Mmh. Ils vont un peu coller le la bonne prononciation à l'écriture du mot, en fait. Mmh. C'est ça. Mais aussi, quand ils regardent la vidéo, ils peuvent regarder la vidéo avec les sous-titres en français. Donc, ils peuvent aussi commencer à écouter et à lire. Personnellement, enfin, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont besoin de voir, de visualiser, c'est ce qu'on appelle la mémoire visuelle, Mmh. de lire les mots. Beaucoup d'adultes, j'ai remarqué, ont besoin de lire, de voir. C'est Ouais. pour ça aussi, je pense que la lecture est primordiale pour les adultes. Mais parfois, j'ai l'impression que lire tout de suite peut être une barrière pour la prononciation. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. À chaque fois que je discute avec des Français, quand ils regardent des vidéos sur YouTube ou quand ils regardent des séries, ils mettent les sous-titres. Mm, Alors quand et bon, des fois, ils font l'erreur de mettre les sous-titres en français alors que le texte, enfin l'audio est en anglais. Donc là, c'est dommage. Mais souvent, ils mettent quand même les sous-titres en anglais. oui. Et en fait, je trouve que pour améliorer notre compréhension, c'est plus judicieux déjà de se fier qu'à nos oreilles. Pas Mm, avoir les oreilles et les yeux en même temps. Et déjà, alors oui, c'est dur. Oui, ça fait peur. Oui, ça demande de lâcher prise parce qu'on va oui, pas tout comprendre. oui, Mais l'avantage d'un podcast par rapport à une vidéo ou de l'avantage de tes histoires, c'est qu'ils peuvent juste écouter en fait, et essayer de comprendre au maximum. Et en mm, fait, en tant qu'adulte, on se raccroche aux sous-titres, au texte, oui, mais en fait, déjà, enfin, entraîner nos oreilles, c'est primordial avant de vouloir entraîner nos yeux en même temps. oui, tu as tout à fait raison. Et en plus, quand on regarde, j'ai remarqué, moi aussi, je mets les sous-titres en anglais quand je regarde un film anglais ou américain, et nos yeux sont tout de suite Attirer. attirés exactement vers les sous-titres. Et on n'écoute plus vraiment, en fait. On est en train de lire. Mm, J'ai mm, remarqué ça. Mm. mm. Et donc, du coup, tu encourages au début, surtout quand ils sont débutants, tu les encourages à juste écouter et à. Exactement. Je Mm, les encourage, mais bon, hem, notre site, notre programme est, enfin, c'est individuel, hein. C'est mm. un programme en ligne. Les vidéos sont en ligne, elles ne sont pas en direct, donc chacun fait ce qu'il veut vraiment, hein. Oui, oui, Moi, je c'est ça. donne des recommandations, des suggestions, mais après chacun va à son rythme, va, selon ses besoins, ses nécessités, ses envies. Et quelle est la différence entre quand un apprenant regarde l'histoire enregistrée, la vidéo Mmh. de l'histoire, ou quand tu donnes un cours en direct et que tu
Quand tu donnes un cours en direct, est-ce que tu as la même démarche? Est-ce que tu racontes l'histoire en dessinant au tableau? Ça, c'est une bonne question, ça, Céline. Quand donc dans les vidéos en ligne, je raconte les histoires. Mais quand je donne un cours en direct, bien sûr, il y a des interactions. Je suis en direct avec les élèves ou les apprenants, et donc je ne vais pas non plus juste raconter une histoire. Nous parlons aussi, nous avons des conversations et nous utilisons aussi une autre méthode qui est très intéressante, je trouve, qui s'appelle la méthode TPR, Total Physical Response. Et cette méthode, en fait, a été aussi développée par un Américain qui s'appelle maintenant, j'espère que je dis son nom bien, James Asher. Et en fait, il a pensé que faire les gestes d'une action aide à internaliser le vocabulaire. Donc, je vais dire euh, regarder et je vais faire le geste de regarder avec mes doigts vers mes yeux et je regarde. Mm. Et après, je vais demander aux apprenants de faire le même geste. C'est un peu comme le jeu Jacadie. Mm, Oui, on dit de faire quelque chose mm, mm, et on doit mimer le geste. mm, C'est un peu comme ça. Donc les apprenants, en fait, doivent juste écouter, seulement écouter mon instruction et ils doivent le faire le geste. mm, mm, Donc on fait beaucoup ça ensemble parce que déjà c'est amusant et en plus ils doivent écouter. Ça les incite à écouter et après, comme ils font le geste, eh bien ils internalisent, ils absorbent le vocabulaire, ils acquièrent le vocabulaire pour toujours. Euh, Et c'est un peu, donc ça, c'est pour les apprenants, je pense qu'ils sont plus, on dit, donc il y a trois sortes de mémoire, n'est-ce pas? Il y a la mémoire visuelle, auditive et aussi kinesthétique. En anglais, je sais que c'est, Kinesthésique. je sais pas en Kinesthésique, je français. crois. Euh, Ouais, la mémoire je- kinesthésique, enfin, qui passe par le corps. exactement, qui passe par le corps. Donc, c'est une méthode qui a été développée au début pour les petits enfants, les enfants maternels. Et après, en fait, on s'est rendu compte que pour les adultes, ça marche vraiment bien. Mm, Donc, tu peux donner beaucoup d'instructions comme ça. mm, Par exemple, tu imagines que tu as une soupe, tu prends le bol de soupe, tu regardes la soupe, oh, c'est chaud, alors tu souffles sur la soupe. Tu peux faire beaucoup de choses comme ça. mm, Et voilà, c'est comme ça. Donc c'est la différence, oui, j'ai été très longue là, mais c'était pour expliquer cette autre méthode entre mes cours vraiment en direct et les cours en ligne sur notre site. mm. C'est super intéressant. Et, et du coup, voilà, donc si j'ai bien compris, les anglophones, enfin, c'est surtout des anglophones, Oui, euh, ils, ils regardent les vidéos à leur rythme, voilà, chez eux, et mhm. ensuite, s'ils le souhaitent, ils peuvent du coup prendre des cours avec toi Oui, pour s'entraîner à parler, pour l'oral. oui, pour parler plus, parce que donc nous avons aussi des conversations de tous les jours. Et en fait, là aussi, quand nous parlons, moi, toujours, je répète. Mm, Je répète beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de répétitions mm. des questions, des phrases. Et nous pouvons aussi créer des histoires ensemble. Ah Donc, oui, c'est pas créer des forcément histoires toi ensemble. qui Là, c'est pas je raconte une histoire d'un conte de fées ou une histoire déjà connue. Nous allons ensemble imaginer une histoire. Hmm, d'accord. Donc, tu leur poses des questions pour quel personnage Voilà, tu vas choisir, où te déroule exactement. l'histoire. Voilà. Mhm. Et du coup, ils participent à la création de l'histoire. Oui, et ça, c'est aussi très efficace parce que comme ils participent, ils imaginent l'histoire, eh Hmm. bien l'histoire va rester dans leur tête. Oui,
Oui, oui, le fait de participer à la création de l'histoire, ils s'en rappelleront sûrement plus. Oui, exactement. Hmm. Mhm. D'accord, bah c'est très intéressant. Et tu as, j'imagine, plusieurs niveaux de difficulté selon si c'est un débutant, un adulte un peu plus avancé, c'est ça, tu as plusieurs niveaux de difficulté avec des histoires de plus en plus complexes. Oui, comme je l'ai dit avant, donc on commence avec des histoires simples ou des histoires que les élèves, les apprenants connaissent déjà, et Mm. c'est pour les débutants. Et puis petit à petit, les histoires se complexifient et ont du vocabulaire plus riche. Parce que l'objectif, c'est de parler, mais c'est aussi de devenir un apprenant autonome, c'est-à-dire un apprenant qui peut après lire des livres en français, des livres même littéraires. Ça, c'est un objectif qui, pour nous, est très important aussi. Parce qu'en fait, toute notre vie, on va continuer à acquérir une langue. Même moi qui suis native en français, je continue d'acquérir le français et d'apprendre, de découvrir des nouveaux mots en français quand je lis un livre ou quand j'écoute quelque chose. Oui. Donc, nous avons plusieurs étapes dans notre programme. Nous n'avons pas voulu les nommer débutants, intermédiaires ou A1, A2, B1, comme nous avons préféré les nommer comme des étapes de la vie d'un homme ou d'une femme, c'est-à-dire le bébé, c'est le débutant, bien sûr, l'enfant après, l'adolescent. Alors pour l'étape adolescente, là, on commence un peu à parler, enfin à réfléchir sur des questions sur nous-mêmes et à écrire aussi, à écrire librement, parce que je pense que l'écriture est un autre moyen de production, comme parler, mais ce qui est bien dans l'écriture, c'est qu'on peut commencer à écrire à notre propre rythme. On n'a Mm. pas une personne en face de nous pour converser, on n'est pas stressé de devoir répondre immédiatement. Donc on peut écrire seul à notre propre rythme et donc c'est un bon moyen de commencer à produire la langue. Mm. Donc l'étape adolescente, après l'étape adulte et l'étape finalement senior D'accord. Super. pour le niveau avancé. Et dans le terme input compréhensible, Mhm. il y a le mot compréhensible. Oui. Euh, quel est ton avis par rapport... je me rappelle, j'ai interviewé Ilis il y a quelque temps, et elle, dans une de ses vidéos, elle disait que même quand on est débutant, on peut, enfin, elle conseille de lire des livres d'adultes voilà, des livres, pas des livres d'enfants, mais des livres pour Mhm. adultes, ou d'écouter des podcasts ou des vidéos sur des sujets qui nous intéressent, mais qui sont du coup à un niveau très élevé, puisque Oui. c'est pas du contenu qui a été créé pour les apprenants, c'est vraiment du contenu, voilà, pour les natifs. Mais du coup, si on repense au mot compréhensible, est-ce que, donc là, ce n'est pas vraiment compréhensible. Quel est ton avis là-dessus? Tout à l'heure, tu parlais du lâcher prise avec les sous-titres. Ouais. Je pense que ça dépend des adultes. Il y a sûrement des adultes qui sont d'accord, enfin sont OK pour écouter des choses qu'ils ne vont pas comprendre. Mm. Et je pense que, en effet, c'est possible d'acquérir la langue en ne comprenant pas peut-être 90% du message. Mais il y a aussi des adultes qui vont être stressés ou qui vont bloquer parce qu'ils ne vont rien comprendre. Et Mm. donc, c'est pour ça que j'aime ce terme de compréhensible, parce que pour des adultes, pour la majorité, je pense, des adultes, les adultes sont en général très stressés pour les langues, parce qu'en général, ils ont eu une mauvaise expérience à l'école. Et ils pensent aussi, il y a des idées comme quoi oh, les enfants sont des éponges et donc moi je suis vieille et je ne peux plus, ce n'est plus possible pour moi d'être une éponge, ce qui n'est pas vrai. Et donc
dans le terme compréhensible, comme tu m'as demandé, je reviens, hem, ce n'est pas, comme je l'ai dit avant, ce n'est pas comprendre tout, Mmh. c'est comprendre le message. Mmh. Donc, il faut essayer d'écouter quelque chose et d'en comprendre le message Dans la globalité, en fait, dans les dans la grandes lignes. globalité. Quand on est débutant, si on écoute un podcast normal, un podcast français authentique, une ressource authentique, je ne pense pas qu'on va comprendre la globalité du message. Mmh mh. Donc, ça va être une expérience plutôt frustrante. De plus, quand on commence à ne rien comprendre, en fait, on arrête d'écouter. Mmh. Je on écoute, on entend, mais Mmh. très passivement, on arrête d'écouter parce qu'on ne comprend rien. Oui, on se désengage, on perd un peu la Oui, motivation parce qu'on se dit: «Oh là là, mais c'est tellement dur», bon. voilà. Donc c'est pour ça que c'est mieux, je pense, d'écouter au début des histoires très simples avec beaucoup de répétitions, parce qu'on est capable quand même de comprendre à peu près le message, la globalité, et on peut donc rester concentré et avoir une écoute active et non pas une écoute passive. Et je pense que c'est plus efficace. Mmh. Je pense que même si on a une écoute passive, le cerveau va enregistrer des choses. J'en Mmh. suis sûre. Mmh mh. Parce que moi, je l'ai expérimenté quand je suis allée en Espagne à l'âge de 16 ans, je ne comprenais rien. Mmh. Et donc pendant plusieurs mois, enfin plutôt, oui, plusieurs semaines, je ne comprenais strictement rien, Mmh. et j'avais plutôt une écoute passive. Mais mon cerveau a enregistré des choses parce qu'au bout d'un moment, j'ai parlé couramment espagnol et je ne saurais pas comment te l'expliquer. Mais Mmh. c'est après énormément, j'étais toute la journée avec des Espagnols, donc c'est aussi une expérience complètement différente. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant parce que je pense que les 2 ont l'air de fonctionner. Le fait Mmh. de comprendre, la le message dans les grandes lignes ou de ne rien comprendre du tout. Mmh. Mais ce que la différence pour toi, c'est que toutes les personnes ne sont pas prêtes à ne rien Mmh. comprendre du tout. Oui, Parce que c'est très déstabilisant, en fait. On se dit: «Mais je ne progresserai pas». Alors voilà. mais toi, finalement, avec l'espagnol, tu as quand même vécu ça. Pendant plusieurs semaines, tu as été immergée, en Mmh. Espagne. Tu partais de zéro, c'est ça? Tu Oui, étais complètement débutante, hein, tu partais de zéro. Et à un moment, tu t'es mise à parler espagnol couramment, tu vois? oui. Donc c'est que Mais mais je n'avais pas le choix. ouais, J'étais, j'étais, jetée tu dans le grand bain, tu sais? dans le grand bain et je n'avais pas le choix et en plus et j'étais jeune aussi, j'avais 16 ans donc bon, je pense que c'est complètement différent, d'un adulte qui est peut-être chez lui, dans son pays. Il n'est pas en immersion, il n'est pas jeté comme ça au milieu de Ouais, ouais. et il n'a pas énormément d'heures non plus. Hein, Ouais, moi, j'étais tout le temps. Donc, c'était vraiment comme un bébé là. ouais. C'était 24 heures sur 24, enfin, sauf quand je dormais, dans l'espagnol. Si on n'a pas beaucoup de temps, je pense qu'il est plus efficace de d'abord commencer avec des vidéos simples, des vidéos compréhensibles et petit à petit de progresser. Mmh mh. Moi-même, j'ai fait cette erreur pour le portugais d'ailleurs, parce que Ouais, j'habite au Portugal et au début, j'ai pensé: «Oh, je vais écouter, oui, des émissions à la télévision, des tout de suite» et en fait, je ne comprenais pas grand-chose. mmh. Donc j'ai, repensé ma stratégie et j'ai commencé à écouter des vidéos qui étaient en portugais compréhensible. Mmh. Sur YouTube, j'ai trouvé des vidéos, de input compréhensible et là, j'ai compris Mmh mh. et j'ai commencé à regarder beaucoup de ces vidéos et au bout d'un moment, je suis retournée aux émissions à la télévision et ah! Magie, je comprenais. Ouais, ouais. Peut-être pas à Donc 100 mais en tout cas plus que la première fois beaucoup que plus, tu l'avais beaucoup fait. plus. Mmh. Ouais. D'accord. Et j'avais regardé aussi pour l'espagnol, pour mes filles et je n'ai pas l'impression que sur YouTube, on trouve beaucoup, beaucoup de personnes, dans toutes les langues, hein, français, anglais, espagnol, Oui,
beaucoup de personnes qui utilisent cette méthode et qui, du coup, ont fait plein de vidéos. J'en ai pas trouvé beaucoup. Est-ce que tu partages ce sentiment ou est-ce que j'ai mal cherché? J'ai l'impression que ça devient de plus en plus populaire. Maintenant, je crois que c'est un anglicisme de plus en plus répandu, voilà. L'input compréhensible, surtout en fait en Amérique du Nord, parce Ouais. que c'est le docteur Krashen qui est américain qui a fondé qui a mis cette hypothèse et qui a émis cette hypothèse. Et donc, aux États-Unis, c'est très répandu. En Europe, ça l'est beaucoup moins. Pour les vidéos en espagnol, il y a Dreaming Spanish qui est très bien. Il y a Mhm. énormément de vidéos, je ne sais pas si tu connais, il y a Non, mais je retiens pour mes filles. Dreaming, donc rêver en espagnol, Dreaming Spanish. Et je pense qu'il faut chercher des mots-clés en anglais. Pas, Ah bah je oui, pense qu'en français, on ne va pas trouver. Mais si tu tapes comprehensible input et la langue, je pense que il y en a, tu peux trouver. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de chaînes ou de vidéos qui se font sur cette approche. ouais. Mais c'est vrai que bon, ce n'est pas non plus. Il faut chercher. Oui, oui, Il faut c'est vrai, chercher avec les bons mots-clés. d'accord. Et donc, tu parles 4 langues, du coup. Plus ou moins. Bah, le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. Oui, le portugais, ce n'est pas comme les autres langues. C'est encore difficile. Et j'ai commencé le chinois aussi. Et c'est très intéressant de. Je pense que quand on est professeur de langue, c'est toujours intéressant d'expérimenter soi-même et d'acquérir une autre langue. De se remettre dans la position du début. Voilà, Voilà. voilà. Je l'ai fait en janvier-février avec le norvégien parce que je Ah, me disais, mais je ne comprends pas, je n'entends pas. C'est quoi ces sons? Ça ressemble jamais. C'est enfin, comme si mes oreilles n'entendaient pas. Et donc, je me suis beaucoup concentrée sur les sons. Euh, oui, mais enfin, voilà. Et je trouve ça très intéressant, comme tu dis, quand on enseigne les langues, de se remettre dans cette posture de débutant. oui. Ah, d'accord, je ne savais pas que tu savais le norvégien. Alors, j'ai été très, j'allais dire consistent, mais non, c'est pas consistent, très régulière, très Oui. assidue pendant 2 mois. Et après, voilà, je suis passionnée par tellement de choses que je vais pas. Mon but n'était pas de poursuivre comme avec l'anglais. Mm. Mon but Mhm. était vraiment juste de faire une expérience. J'y reviendrai peut-être hein, parce que j'ai Oui. adoré et je teste des choses. J'ai plus vécu ça comme une expérience. Mm. Mais mon but n'est pas de maîtriser le norvégien, juste de tenter des choses, d'appliquer des choses. Parce que je peux le faire avec l'anglais, mais en anglais, maintenant, voilà, j'ai quand même un bon niveau. Donc, c'est pas Oui. pareil que de le faire avec une langue pour laquelle je suis complètement débutante. Mm. Et pourquoi tu as choisi le norvégien? Parce que c'est pas non plus une langue. Voilà, je suis tombée sur Ilis sur Instagram. Donc Ilis j'ai fait je l'ai interviewée aussi il y a quelques temps. Enfin après, mais au début je suis tombée sur sa chaîne et donc elle est française, elle parle anglais mais vraiment comme une américaine. C'est impressionnant et elle parle norvégien comme si elle était née en Norvège. Ah. Elle est jeune, hein, elle a entre 20 et 25 ans, je dirais. Mm. Mais du coup, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant de l'entendre parler norvégien. Et puis moi, je me disais, mais mes oreilles ont un problème là, je n'entends pas ce qu'elle dit. C'est quoi ces sons? Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire mon expérience avec cette langue. Ah, d'accord, c'est Voilà. intéressant, ouais, ouais. Et ces petites vidéos, ces petits réels sur Instagram sont vraiment bien faits. Et voilà, ça a attiré mon attention et j'ai voulu tester Mm. avec cette langue. Mhm. J'aurais pu faire avec l'espagnol, mais l'espagnol, j'en ai quand même fait, je sais pas, 3 ans, 4 ans à l'époque. Donc là, Oui. c'était vraiment une langue où je ne connaissais absolument rien. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi, parce que pour moi, par exemple, pour le chinois, c'est aussi complètement différent et c'est ça que je voulais avoir comme expérience. Pas Ouais. encore une langue qui est similaire, qui est une langue latine, comme Mm, l'espagnol, le portugais, l'anglais.
Je voulais vraiment une langue vraiment différente pour voir ce que ça fait d'être débutant dans une langue qui n'a rien à voir avec notre langue. Mm. Ah, mais tu me donnes une idée. J'ai jamais pensé à taper sur Google ou sur YouTube Comprehensible Input norvégien. Oui, je pense que Jamais tu fait. vas trouver. Ouais, ça c'est une expérience que j'ai envie de tenter. Et pour le chinois, du coup, est-ce que c'est comme ça que tu as commencé? Oui, j'ai commencé avec l'input compréhensible parce que maintenant je suis une adepte, hein. Donc je ne peux pas acquérir une autre langue avec une méthode traditionnelle ou une autre approche. Non, non, ce n'est pas possible. Donc j'ai trouvé, il y a pas mal de vidéos et de chaînes YouTube d'input compréhensible en chinois et en fait maintenant je fais un échange avec une professeure qui a un site Lazy Chinese, une chinoise, et qui donc fait des vidéos, raconte des histoires de manière compréhensible en chinois. Donc D'accord. Et quand tu dis je fais mm. un échange, tu veux dire au niveau professionnel ou au niveau Au personnel? niveau linguistique, donc 30 minutes en français, elle acquiert 30 minutes en français, de français avec moi, et moi, je fais du chinois avec elle pendant 30 minutes chaque D'accord. semaine. Donc c'est comme mon principe de partenaire de langue, Oui, sauf que vous êtes peut-être un peu plus débutante dans la langue. Donc oui, pour l'instant, vous vous racontez des histoires, une demi-heure en français, et une demi-heure en français, une demi-heure en chinois, c'est ça? exactement, exactement. Ah, mais c'est Mm. super intéressant ça, parce que moi, j'ai plein de Français, non, plein, plutôt les Américains, mais quelques Français aussi qui me contactent et qui sont encore un petit peu trop débutants pour commencer, tu vois, à échanger entre eux et avoir une vraie Mm. conversation. Donc ça pourrait être une étape intermédiaire, Oui, oui, intermédiaire avant d'être vraiment dans la conversation. oui, 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 c'est une bonne idée, oui, ils peuvent se raconter des histoires l'un à l'autre. Mm, mm. Mhm. Et est-ce qu'il y a des choses à maîtriser, tu vois, des principes un peu clés, comme par exemple, ouais, je sais pas, est-ce qu'il y a des principes clés quand tu racontes ton histoire, des choses, toi tu le fais très bien, parce que j'imagine parce que tu le fais depuis des années, mais Mm. un débutant, quelqu'un voilà qui a envie, là, qui écoute le podcast et qui se dit, oh, mais moi je peux pas parler, c'est trop tôt pour l'instant, je vais me trouver un partenaire de langue et on va se raconter des histoires. Est-ce qu'il y a des principes à respecter en fait? Est-ce qu'il faut savoir dessiner? Est-ce qu'il faut... Voilà, dis-nous tout là-dessus. Euh, D'abord, oui, c'est mieux de dessiner, mais ce n'est pas il ne faut pas savoir dessiner parce que moi, je ne sais pas dessiner. D'ailleurs, au début, je ne voulais pas dessiner parce que de mon expérience à l'école, je déteste dessiner. Euh, je n'aimais pas cette matière. Et donc, je me suis mise à dessiner, mais on peut faire des dessins très très simples, hein, des bonhommes, comme ils disent en anglais, des stickman, des bonhommes avec des juste très très simples, hein. Juste des Euh, traits. Juste des traits. voilà, des traits. En fait, il faut que nos dessins soient compréhensibles. Bon, Mhm. parfois, c'est difficile de dessiner un dragon, donc on peut expliquer aussi. En fait, quand on raconte l'histoire, notre but, c'est d'expliquer l'histoire pour que l'autre comprenne donc le message, la globalité, le sens de l'histoire. Mhm. Donc, on utilise plusieurs moyens pour faire comprendre cette histoire. Donc, les dessins sont un moyen. Mhm. Il y a aussi les gestes. Par exemple, il est content, on va sourire. Il est triste, on va faire une tête de triste. Il y a aussi les, donc les gestes, oui, les gestes. On peut faire aussi des gestes, par exemple manger, on fait le geste de manger. Et on peut aussi, moi aussi, on écrit quelques mots au tableau. On peut écrire quelques mots, ce que j'appelle les mots transparents. Avec l'anglais et le français, il y a énormément de mots transparents. Ce sont des mots qui sont similaires, qui s'écrivent pareil, mais qui ne se prononcent pas pareil. Donc quand un Anglais, par exemple, va entendre euh, c'est amusant, non, par exemple, c'est excellent. Mhm. Excellent, c'est le même mot en anglais.
quand on l'écrit. Quand Ouais. on le lit, c'est exactement le même mot. Mais l'anglais peut-être ne va pas comprendre excellent parce qu'en anglais c'est excellent. Donc je vais l'écrire au tableau. Ah, d'accord, excellent. Oui, Donc comme on ça. peut aussi écrire des mots ou aussi des structures clés. Ce que j'appelle les structures les plus fréquemment utilisées. Il y a, on appelle ça les supersets. Euh, Ce sont les structures qu'on utilise tout le temps dans une langue, en français par exemple. Il y a, il y a, on l'utilise tout le temps pour présenter des choses. On utilise aussi tout le temps le verbe avoir, je veux, Mhm. le verbe aimer, on utilise tout le temps le verbe aller, il va. Donc ça, ce sont les verbes en général, les supersets qu'on utilise tout le temps. Mhm. Donc ça, on peut aussi l'écrire au tableau, par exemple. Mais D'accord. oui, c'est bien de dessiner. Mais ce n'est pas grave si on ne sait pas bien dessiner, ce n'est pas un problème. Mhm. D'accord. Oui, il y a toujours moyen de faire autrement pour faire passer le message. Exactement. Ouais. Voilà, c'est faire passer le message. Tu as bien expliqué, bien résumé là. Ok, donc par les dessins, par la parole et par le corps, les expressions de visage ou la gestuelle. Mm, exactement. Hmm. Mhm. D'accord. Oui, donc ça paraît quand même simple, mais il n'y a pas. Ah Ouais. oui, et aussi parler lentement au début et clairement, Hmm, hmm. bien prononcé. Oui, bien distinguer. Exagérer même, mais ce n'est pas grave parce que l'autre, il faut se souvenir que l'autre est un débutant et il a besoin de lenteur et de clarté. Et quand, en fait, le dessin aide à ralentir. Parce que quand on dessine, on va ralentir quand on va parler. Oui, ça Parce qu'on ralentit attend. notre débit de parole, le fait Exactement. d'avoir besoin de dessiner. Ah oui, Mm. d'accord. Parce que quand on parle, en général, on est natif dans notre langue et on peut parler vite. Oui. Et c'est là où c'est vraiment très difficile pour les débutants. Voilà. Mm. Et ça me fait penser, tu sais, j'écoute beaucoup de podcasts en français et en anglais. Et quand j'écoute en français, je mets en fois 1,5 parce que je trouve que les Français, enfin voilà, j'ai envie que ça avance, quoi. Et l'autre jour, j'ai ma liste de podcasts qui s'enchaînent. Et là, j'avais alterné sûrement. Et donc, j'écoutais un podcast en français en fois 1,5. Et d'un seul coup, le podcast en anglais, enfin, c'est même un Australien, a démarré. Et je dis, oh, j'ai l'impression que la musique de générique, elle est plus rapide. Je pense que je suis en fois 1,5. Et je ne pouvais pas changer. Je crois que j'étais en train de conduire, il me semble. Donc, je ne pouvais pas changer. Et en fait, j'étais super contente parce que je me disais, même en fois 1,5, je comprends tout. Et je me demande si c'est pas, tu vois, une expérience intéressante à faire. Par exemple, avec les vidéos, je pense à tes apprenants qui écoutent les vidéos, Mm, se forcer à un moment à mettre la vidéo en fois 1,5, se mm, sortir de sa zone de confort. Pareil que quand on écoute et qu'on n'a plus les sous-titres, on sort un peu de notre zone de confort. Mais du coup, après, quand on remet en fois 1, on se dit, on se sent plus fort, tu vois. ouais. Ouais, tu vois, c'est se mettre un peu dans le rouge pour après retrouver sa zone de confort. Ouais, c'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, sur notre site, on a, quand on écoute l'audio, on a la possibilité, oui, de vitesses différentes. Tu as raison. Mm. Mais il y a aussi des gens qui se plaignent que je suis trop lente sur YouTube et ils mettent la vitesse supérieure. Parce que c'est vrai que parfois je suis vraiment très lente. Oui, mais Et j'ai même, c'est attends bien quand je parce parle. que, tu sais, vaut mieux que tu parles doucement et qu'ils accélèrent la vitesse que Oui. l'inverse. Parce que quand on réduit la vitesse sur quelqu'un qui parle vite, ça Mm. fait un peu, pas une voix de robot, mais ça fait quelque chose de bizarre. Je pense que Ah. c'est mieux quand on accélère plutôt que quand on Mm. réduit. Mhm. Oui, sûrement. Je n'ai pas essayé ça, mais sûrement. Et ça permet vraiment aux débutants de comprendre ce que tu dis parce que tu parles vraiment lentement. Mm. Mhm. Mhm. Et on voit que tu es habitué à parler à des anglophones parce que tu prononces très bien, tu prends ton temps. Et du coup, c'est marrant parce que tu as remarqué, j'ai fait la même chose. J'ai ralenti mon débit. D'habitude, j'ai un débit. Oui, maintenant j'ai tendance à parler comme une Suisse. Non, on va pas se moquer des Suisses. En tout cas, c'était super intéressant.
cette interview. Je suis vraiment contente que tu aies fait, voilà, que les auditeurs puissent profiter de toute ton expérience. Et Mhm. donc voilà, je te remercie beaucoup, Alice. Est-ce que tu as des choses que tu aurais oublié de dire, que tu voudrais préciser avant qu'on termine cette interview? Ah non, écoute, je te remercie aussi. C'était encore une conversation passionnante. J'ai appris aussi beaucoup de choses, donc merci beaucoup, Céline. Et non, la seule chose, c'est si vous êtes, peut-être s'il y a des personnes qui ne sont pas françaises qui ont écouté ton podcast, eh bien, allez voir mon site alicayel.com pour acquérir le français naturellement. Très belle conclusion. Merci, Alice. Merci beaucoup, Céline. À bientôt.